C'était un petit bonheur que j'avais rencontré. Ramassé. Tout en pleurs. Sur le bord d'un fossé. Ici. On va dire, on est mieux de continuer à faire ce qu'on fait, hein? Pas mal bon pour le... Félix est meilleur. Ça. Félix est meilleur. On va laisser ça à Félix. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, je me suis donné une mission, une grosse mission. C'est d'inspirer 10 millions de personnes à être plus heureux. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, le bonheur. Alors, je vous présente tout de suite mon invité. Il est auteur. Alors, vous voyez, il a écrit plusieurs livres. Il est blogueur. Nicolas Sarrazin, merci d'être ici. Merci de l'invitation. Et aujourd'hui, on va parler de ton guide, Petit traité antidéprime, les 4 saisons du bonheur. Et oui, Nicolas, ça interpelle les gens. On veut être heureux. Je pense que c'est ça notre but quand on vient ici. Et moi, j'ai envie que tu nous partages des stratégies parce que tu as un livre qui est quand même assez volumineux. Comment on fait pour être heureux? Ouh, large question, hein? Vaste question. Alors, bon, essayons de segmenter peut-être. Ben, j'aimerais parler, donc, ce qui nous rend malheureux, hein? Des malheurs évités, le bonheur se compose. Donc, on peut, ça c'est une citation de je sais plus qui, de ce grand auteur, je sais plus qui. Mais donc, c'est les fameuses pensées, notre façon d'interpréter nos distorsions cognitives. Donc, il y a on a tous un cerveau, hein, jusqu'à preuve du contraire. Alors, et notre cerveau s'est développé naturellement pour nous permettre de comprendre notre environnement, hein, de comprendre le monde, de comprendre les événements autour de nous. Donc, notre façon d'interpréter, le fonctionnement de notre mémoire, tout ça est interrelié et ça nous permet de faire des petits miracles chaque jour. Hein. Imaginez un enfant qui va se brûler sur le rond du poêle. C'est sûr qu'il va s'en souvenir toute sa vie. Mais qu'est-ce qu'il fait cet enfant-là quand il généralise qu'un poêle peut être dangereux? Il généralise l'information qu'un poêle peut être dangereux ou qu'un feu brûle, hein, une flamme, n'importe quoi. Donc ça, c'est super utile parce que ça va protéger cet enfant-là tout au long de sa vie. Il va généraliser le fait qu'une flamme ou le feu ou le poêle, bon, va brûler. Mais de la même façon, donc ça c'est un processus cognitif de notre cerveau, naturellement, qui nous permet de généraliser, à partir de cas particuliers, de généraliser une information. On ne se pose pas la question le matin, est-ce que le soleil va se lever? On n'est pas mal sûr qu'il va se lever parce qu'il s'est levé tous les jours de notre vie. On généralise. On serait bien surpris si ça n'arrivait pas. Mais quand ça touche à des facettes de notre vie personnelle, ces processus cognitifs-là de notre cerveau, ils fonctionnent de la même façon. Et des fois, ils nous jouent des tours. Donc, ils peuvent nous nuire même beaucoup. Alors, un exemple, on reste dans la généralisation. J'essaie de faire quelque chose, je ne réussis pas. Et là, je tire la conclusion, maudit pas bon, tu réussiras plus jamais de ta vie. C'est une généralisation. Donc, le même processus cognitif à la base qui nous protège de certains dangers, il peut aussi nous scier les jambes complètement. Alors, en apprenant comment fonctionnent ces différentes distorsions cognitives-là, en sachant que c'est pas parce qu'on est moins bon que quelqu'un d'autre si on en fait tous à différents niveaux. C'est sûr qu'une personne dépressive va en faire plus et que même la thérapie cognitive, cognitivo-behaviorale, donc elle va se concentrer à aider la personne souvent à éliminer, à prendre conscience de ces distorsions-là. Donc, en les éliminant, ben, on se libère d'un poids immense et là, on se donne des outils pour, disons qu'éliminer les distorsions cognitives, c'est de passer de moins 10 à 0. Puis après ça, comment développer son bonheur, c'est de 0 à 10, mettons. Donc, on ne peut pas passer de moins 7 à 7 d'un coup. Il faut commencer par éliminer ce qui nous rend malheureux. Exactement, ce qui nous rend malheureux d'abord. Alors, pour rester sur les distorsions, alors on peut se concentrer aussi, par exemple, sur certaines choses. Hein? Je me concentre sur ce que j'envie des autres, ce que j'admire des autres, mais que je n'ai pas. Et j'utilise ça pour me déprécier. Hein? Ça, c'est la sélection d'informations positive, c'est-à-dire je me concentre sur ce qui est positif chez les autres pour voir le négatif chez moi. C'est le fameux gazon est toujours plus vert dans la cour du voisin.
Je peux aussi me concentrer évidemment sur le négatif de ma vie. Donc, j'ai pas réussi ça avec la généralisation, mais ça peut être les gens ne m'aimeront pas non plus. Ça peut être par rapport à ça, c'est les gens qui voient le verre à moitié vide. Exactement, c'est ça. Ça aussi, c'est une distorsion. Donc, mais il y en a qui naturellement sont plus comme ça, et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Ben, je pense que même ceux qui ne sont pas portés à en faire, qui ont le bonheur facile, comme on dit, mais ils risquent quand même d'en faire de temps à autre parce qu'ils ont aussi un cerveau, mais ils en font moins. Mais évidemment, mettons la personne qui en fait beaucoup. Parce que c'est ce monde-là qu'on vise. C'est ça. Donc, moi, le truc que je donne, c'est d'abord de dire, OK, nos pensées négatives, donc ces fameuses distorsions-là, elles sont directement reliées à nos émotions dans notre cerveau. Alors, si on pense de quoi de négatif, on se sent mal. Alors, c'est le déclencheur. Donc, dès que vous vous sentez mal et que vous pensez à quelque chose de négatif, ben, moi, je dis, imaginez une petite cloche, ça fait ding-ding. OK, il y a une distorsion qui est à l'œuvre. Alors maintenant, cette première prise de conscience-là, ben, je l'utilise pour me dire, OK, c'est quoi cette distorsion-là? Pourquoi je me sens mal? C'est quoi mon émotion d'abord? On peut commencer à essayer d'identifier son émotion. Je suis en colère, je suis jaloux, je suis déçu, exactement. Je suis découragé, je me dévalorise. C'est ça, je m'auto-dénigre. Donc, qu'est-ce que je travaille contre moi, je parle contre moi? OK, pourquoi je tiens ce discours-là? En se posant la question pourquoi je suis malheureux, d'où vient mon émotion, bien là, ça aide à prendre conscience des pensées qu'on a qui nous rendent malheureux. Alors, je voulais absolument obtenir ça, je suis très déçu. Bien, c'est une distorsion parce que je croyais, c'est la distorsion de je dois toujours obtenir tout ce que je veux rapidement et facilement. Mettons, non, la vie n'est pas comme ça. Donc, si j'ai des attentes trop élevées, je vais être frustré. Si les autres doivent toujours, si j'ai la distorsion à l'effet que la croyance absolue à l'effet que les gens doivent toujours m'apprécier, dès que quelqu'un va me critiquer un peu ou m'appréciera pas, ben, je vais être déçu, puis je peux me dénigrer, je peux dire donc j'ai pas de valeur, je vais généraliser. Donc les distorsions, elles fonctionnent de concert les unes avec les autres, mais pas besoin, même si j'en parle dans mon livre, puis sur mon site internet, là, les gens peuvent aller voir, puis pour bien voir la liste des distorsions. Mais je dirais, même pas besoin d'aller si loin, puis de consacrer tant d'efforts. Le plus gros des efforts à y consacrer, c'est de dire, dès que je me sens mal, de prendre le pas de recul. Alors, ça, c'est la métacognition. C'est une capacité de notre cerveau. Je peux dire que ça vient surtout du lobe frontal et préfrontal. C'est relié à notre capacité d'attention, à notre capacité de métacognition, donc la prise de conscience de nos propres pensées. Donc, j'ai conscience que je me sens mal de mes propres états. J'ai conscience que, c'est quoi mon discours intérieur? Et il est négatif. Parfait. Quel est-il? Et à partir du moment où j'ai conscience de ça, là, je peux faire le petit miracle du recadrage, utiliser le fameux recadrage. Donc, un premier truc par rapport au recadrage, c'est de se dire, vous avez une distorsion, vous vous sentez mal. Dès que la situation à la base de cette distorsion-là et de ces émotions négatives-là, dès que vous en prenez conscience et que vous voyez quelle conclusion vous avez tirée, je ne suis pas capable. Je ne serai jamais capable, mettons. Ou mettons, vous croisez un ou une collègue au travail, puis elle a l'air de vous ignorer, cette personne-là. Puis là, vous dites, c'est parce qu'elle m'aime pas. Donc ça, et là, vous vous sentez mal. Donc, ding, ding, vous entendez la petite cloche. Je me sens pas bien. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, pour recadrer, je peux me poser la question, est-ce qu'il y a des interprétations alternatives? Est-ce que la personne qui ne m'a pas salué ou qui a l'air à m'ignorer au travail, moi, je crois que c'est parce qu'elle ne m'aime pas. Est-ce que c'est parce qu'elle vient d'avoir une mauvaise nouvelle? Peut-être que son enfant est malade. Peut-être qu'elle ne m'a même pas vu. Exactement. Peut-être qu'elle est super fatiguée. Peut-être qu'elle est préoccupée par un travail X, Y. Donc, dès qu'on peut, puis pas besoin de nommer 72 autres façons d'interpréter, dès qu'on peut nommer une seule autre raison, qui n'est pas celle négative contre nous, c'est suffisant pour nous convaincre de ne pas tirer cette conclusion-là négative contre nous. Donc, et automatiquement, on va se sentir mieux. Exactement. Mais si on fait l'effort d'y croire, c'est pas juste de trouver, c'est vraiment de se convaincre, parce que c'est pas si facile le recadrage. Il faut d'abord avoir la première conviction qu'on est capable de changer nos états, qu'on est capable de prendre conscience de nos émotions, qu'on est capable d'échanger, qu'on est capable de prendre conscience de nos pensées. C'est déjà un certain travail, mais ça se fait, je vous le dis, je le fais, j'y travaille chaque jour, puis ça m'a aidé dans bien des situations et dans la vie au quotidien.
une fois qu'on a cette conviction-là, c'est la conviction qu'on peut réussir à changer le cours. Donc, je sais que je peux changer. Maintenant, à quoi je pense et comment est-ce que je peux le changer? OK, je peux interpréter ça de façon deuxième, troisième, quatrième façon. OK, je m'abstiens juste de conclure contre moi. Ouais. Et là, si on y arrive, là, ça fait... Bien, on va continuer sur cet exemple-là que je trouve intéressant. Ça se peut que l'autre t'aime pas. Est-ce que tu peux aussi te dire, ça se peut qu'elle m'aime pas, puis c'est correct, elle a le droit. J'aime pas tout le monde, donc elle a le droit. Si c'était ça, elle a le droit. Tout à fait, bien, oui. Puis déjà, je me sens mieux. Aussi, tout à fait. Ben oui, ça, c'est aller encore plus loin. Okay. Ça dirait, par rapport à la pensée absolue qui est à la base de distorsion en disant « je dois être aimé de tout le monde ». Mais non, je n'aime pas tout le monde. Qui aime tout le monde, non, comme tu dis? Personne. C'est impossible d'être aimé de tout le monde et de faire l'unanimité. Exactement. Okay. Puis donc, à partir de ce moment-là, là, c'est un deuxième outil aussi, je dirais, c'est même le lâcher-prise, parce qu'on n'a pas de contrôle sur les autres dans ce cas-là. Donc, à partir du moment où on prend conscience qu'on ne contrôle pas certaines choses de notre vie, incluant évidemment les autres, bien là, ça fait ouf parce qu'on se concentre seulement sur ce qu'on peut vraiment contrôler. Les conséquences de ces pensées-là, de nos conclusions, des conclusions qu'on tire. Parce que si on laisse aller les distorsions, elles risquent vraiment de nuire à notre estime de soi et à notre confiance en soi. Et elles risquent de nuire à notre motivation, à notre capacité à nous réaliser. Bref, c'est vraiment un cercle vicieux dans lequel on s'engage si on les laisse. Et tout ça nuit à notre bonheur. Bien, on s'en éloigne à chaque pas puisqu'on s'enfonce dans la déprime et éventuellement la dépression. Donc ça, c'est vraiment recadré. Alors, c'est pas si facile. Encore une fois, c'est un apprentissage progressif. Mais une fois que vous avez réussi une première fois, hein? Je me rappelle une fois, j'avais donné, avec ma conjointe, ça faisait la première fois ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, donc il y a longtemps. Puis, on s'était donné rendez-vous pour aller au restaurant au centre-ville. Puis là, j'attendais dans un parc tranquillement en train de lire. La vie était belle l'été. L'été, non. Elle étudiait à l'université, donc c'était plus au printemps, il faisait beau. Puis là, elle est en retard. 15 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure. 1 heure. Puis à l'époque, on n'avait pas de téléphone cellulaire pour savoir qu'est-ce qui se passe. Elle est encore à l'université, elle avait eu un imprévu. Moi, sur le coup, j'ai été fâché, c'est sûr. Elle me posait un lapin. Je m'attendais à une belle soirée, mes attentes étaient là, une belle soirée, tout était parfait. Et là, la soirée était annulée parce qu'elle avait un imprévu. J'avais fini par prendre les messages chez nous, puis elle m'avait laissé un message. Puis là, donc, si j'avais laissé libre cours à mes émotions, j'aurais été fâché, je l'aurais culpabilisé, alors que c'était pas de sa faute en plus, mais les émotions nous laissent aller. On parle dans notre discours. Là. Exactement. Non seulement la soirée était fichue en partie, mais je l'aurais fichue bien complètement. Alors, j'ai pris conscience de ce que je vivais et à la place de réagir et de laisser libre cours à ces émotions négatives-là, j'ai dit, parfait, c'est pas de sa faute, je suis déçu, mais je peux pas le contrôler. Je suis retourné chez nous, j'ai fait un bon souper, puis quand elle est arrivée, plutôt qu'à me voir arriver avec ma brique puis mon fanal qui l'attend pour y tomber dessus à bras raccourcis, j'étais souriant, la bouteille de vin était débouchée, le souper était presque prêt. C'est sûrement pour ça que vous êtes ensemble depuis toutes ces années. En tout cas, je suis pas parfait, mais disons que c'est un exemple, puis j'ai pas toujours réussi. Mais je suis fier d'avoir réussi cette fois-là, et ça fait 15 ans de ça, et je m'en souviens encore. Donc, pourquoi je m'en souviens? Parce que ça a été un des premiers succès où j'écrivais mon livre à cette époque-là, puis c'est ça, c'était pas mal. Mettons, ça fait 13 ans, en tout cas. Donc, j'ai réussi et je m'en souviens encore. Donc, ça me montre et ça me donne la confiance à l'effet que je suis encore capable de réussir. Tu l'as fait si j'ai réussi une fois, je peux. Encore capable. Et tout le monde est capable. Si on est tous capables de faire des distorsions, on est tous capables aussi de les combattre, bien évidemment. On disait que génétiquement, certains sont plus prédisposés que d'autres. Est-ce que c'est ça qui explique que, tu sais, je prends un exemple, 2 personnes qui vivent une situation qui se ressemblent, 2 personnes qui ont affronté un cancer, par exemple. On entend souvent des gens dire « Écoute, ma vie est finie, ils ont abandonné le combat ». Et à l'inverse, je suis toujours surprise dans les médias d'entendre des gens sortir puis dire « Tu sais, je suis en paix avec ça, je me bats, je sais que je peux y arriver, je garde le moral ». Puis tu sais, pourtant, c'est 2 personnes qui sont confrontées à une situation qui est tout à fait similaire. Est-ce que c'est notre génétique qui fait ça? Est-ce que c'est plutôt... Il y en a une qui a réussi à contrôler son discours? Est-ce que c'est les deux?
C'est les deux. Ça peut être Moi, les deux. je pense que c'est vraiment les deux. Okay. Puis ce dont tu parles, c'est vraiment la différence aussi entre les optimistes et les pessimistes. Ouais. Hein? Martin Seligman en parle beaucoup dans son livre Learn Optimism. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que les optimistes, ils voient les problèmes comme étant temporaires. Les pessimistes, ils voient les problèmes comme étant permanents. Les optimistes, ils voient les problèmes comme étant localisés à une partie de leur vie. Ça va pas bien au travail, mettons, ou ça va pas bien dans un projet. Hein? Mais c'est pas... Les pessimistes, c'est leur vie au complet qui va pas bien. Même si c'est juste, mettons, au travail. Un élément, c'est ça. Ça, t'as raison. Quand je faisais de la clinique, je me rappelle, j'avais des clients, des fois, qui venaient, clients-clientes, puis ils me disaient « Tout va mal, Stéphanie ». Et quand je faisais l'inventaire avec eux de plein de choses, tu sais, ça va bien dans ton couple, ta santé va bien, les enfants vont bien, oui, bien, qu'est-ce qui va mal? Ça va mal à la job. OK, tu peux pas me dire que tout va mal. C'est ça. Alors ça, c'est des gens qu'on pourrait caractériser plus de pessimistes. C'est ça. Qui ont tendance à... Et on peut développer une façon, justement, sachant, encore une fois, qu'on ne peut pas voir un problème local de façon générale. Là, on joue dans 40% des pensées, hein, en voyant qu'un problème n'est pas permanent après la pluie, le beau temps. C'est toujours ça. Puis même une personne en dépression, il faut se rappeler que quand on est malheureux, même quand on ne veut plus vivre, c'est temporaire, ça va aller mieux après. Et souvent, c'est une petite bouée de sauvetage, mais c'est super important dans tous les malheurs. Puis la vie, elle va nous en mettre sur notre route. C'est sûr, tout le monde va avoir son lot de malheurs, mais la façon de voir ça, c'est le lâcher-prise aussi. Tu parlais de maladie. Moi, mon père a été malade. Il est mort en 2011, mais il a été malade longtemps dans sa vie, puis c'était un modèle parce que il n'était pas frustré de ça. Il l'acceptait, il savait qu'il ne pouvait rien changer. Donc, au lieu de se battre constamment, il se concentrait sur ce qu'il pouvait faire et pour même être une meilleure personne. Puis, face à l'adversité, c'était un très, très beau modèle. Puis, moi, je me dis, si un jour j'ai des maladies comme ça, ben je vais m'inspirer de mon père. Puis, même que, c'est ça, on vieillit tous, puis des fois, il y a des petits problèmes qui surviennent. Bien, ça aide à passer au travers, de penser que c'est toujours... On ne contrôle pas. Ça, c'est le fameux lâcher-prise. Le lâcher-prise. Puis souvent, les livres en parlent. Il y a des livres qui ont été écrits sur le sujet. Moi, je dis toujours, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein? En tout cas, c'est pour certaines personnes, lâcher-prise sur certaines situations. Encore là, ça part de notre discours intérieur, de se dire, je lâche prise sur les choses sur lesquelles j'ai pas de pouvoir, c'est ça? Oui. Mais tu sais, moi, ce qui m'aide le plus avec le lâcher-prise, c'est vraiment... C'est nono, là, c'est simple. Puis ça marche peut-être pas pour tout le monde, mais moi, ce qui m'aide le plus, c'est vraiment de prendre conscience que je ne peux rien changer. Tu sais, t'essaies de soulever une montagne, là. T'essaies, tu forces, là. Je suis pas capable de soulever la montagne. Je ne serai jamais capable. Je vais faire d'autres choses, tu sais. Mais une fois qu'on prend... Parce que dès qu'on s'accroche, tant qu'on s'accroche, c'est qu'on croit quand même. Et des fois, c'est très profond en nous qu'on croit qu'on peut changer quelque chose. Mais quand on voit qu'on peut rien changer, bien, la seule solution, c'est de lâcher prise. Donc, ça fait tout un ouf quand ça nous explose un peu au visage. Non, je ne peux rien changer. Bien, cette prise de conscience-là, moi, c'est ce qui m'aide le plus. C'est ce qui m'a aidé le plus à changer et à lâcher prise dans les moments les plus difficiles dans ma vie aussi. OK. Il y a des moments où tu t'es dit, je peux rien changer, donc je vais tenter de l'accepter, c'est ça? Je vais l'accepter. Puis la réalité, c'est que tu as raison, il y a des choses qu'on peut changer. Moi, je dis souvent, quand on a des insatisfactions dans notre vie, il faut se poser la question, est-ce que je peux changer la situation? J'aime pas mon travail, est-ce que je peux changer la situation? Bien, peut-être changer de travail ou changer ma façon de voir. Mais il y a aussi, comme tu le dis, des choses, tu sais, ton père qui était malade, bon, il pouvait, oui, prendre soin de lui, mais je veux dire, à un moment donné, si tu as un cancer, il y a des situations sur lesquelles tu peux faire certaines choses, mais des fois, tu peux tout simplement pas. Donc, tu fais tout ce que tu peux dans ton contrôle, mais au-delà d'un certain niveau, ben c'est ça, c'est une très bonne question. Est-ce que je peux faire quelque chose? Si la réponse c'est non, bien, tu as la réponse, tu ne peux rien faire, donc il faut lâcher prise. Donc, ça, c'est l'acceptation. Accepter de façon un petit peu universelle une chose qu'on ne peut pas changer. Bien, ça nous aide à être heureux aussi. Donc là, on passe du moins 10 à moins 7, moins 8, puis là, on arrive à peut-être 0. Ça ne veut pas dire qu'on est juste malheureux ou pas heureux, pas malheureux. C'est sûr qu'il y a des moments où on est plus heureux, puis il y a des moments où on est plus malheureux. Mais après, donc, qu'on applique le recadrage, qu'on a conscience de nos émotions, de nos distorsions cognitives, là, on peut se concentrer sur ce qui va faire qu'on va se réaliser. Hein? Donc, et ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on se réalise? C'est-tu de vivre nos passions? C'est-tu...
Ben, tu vois, dans l'entrevue que j'ai déjà eue avec toi, ben, on parlait de la confiance en soi. Ouais. Ben, c'est directement relié parce que, ben, selon moi, de 0 à 10, pour être le plus heureux possible, il faut se réaliser. Ouais. Mais pour se réaliser, hein, on entend dans notre société, c'est un peu un dictat, c'est un peu une tyrannie de « faut être heureux, il faut se réaliser ». Moi, même si on parle de bonheur actuellement, je m'oppose un peu à cette vision-là parce que c'est pas une obligation. Parce que souvent, on doit se réaliser, on doit être heureux selon certains éléments. Ouais, selon les normes de la société. Selon certaines normes, exactement. Alors que, pour moi, ça, c'est tout faux. Il faut se réaliser, être heureux par rapport à soi-même. Hein, Socrate disait qu'une vie sans examen est une vie qui ne mérite pas d'être vécue. Ce qu'il voulait dire, ça passait vraiment par la connaissance de soi. Si on se connaît, c'est pour ça que dans mon livre qui suis aussi, j'ai abordé beaucoup la question sur l'identité, tout ce qu'on est, c'est directement relié à l'estime de soi puis à la confiance. Ben, quand on apprend qui on est, ben, on peut se réaliser par rapport à nous-mêmes, par rapport à qui on est, pas par rapport à ce que les autres veulent de nous. Donc ça, c'est le premier pas pour se réaliser, c'est de c'est de se connaître, c'est de vraiment voir qui on est et où est-ce qu'on veut aller. Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est savoir qu'est-ce qui fait que moi, je vais me réaliser. Puis ce qui fait que moi, je me réalise, c'est peut-être pas du tout la même chose que ce qui va faire que toi, tu vas te réaliser puis que le voisin... Exactement. Ce qui fait que ce qui, toi, te rend heureux, c'est pas ce qui me rend heureux nécessairement, etc., etc. Okay. Donc, on commence alors par la connaissance de soi et cette connaissance de soi-là, elle va nous ouvrir une porte fantastique, c'est celle de l'authenticité. Ouais. Parce que, tu sais, il y a l'histoire de, mettons que se réaliser, ça veut dire je monte sur une échelle puis je suis sur le toit d'un édifice. Parfait, je dépose mon échelle, je monte l'échelle, puis rendu en haut, je m'aperçois que c'est sur le mauvais toit que je suis. Et là, c'est bien des efforts de redescendre puis de changer. Donc, en se connaissant, on apprend d'abord à savoir où est-ce qu'on veut aller, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous. C'est sûr que les autres nous ont influencés, c'est sûr que la société nous influence, mais... Si on le fait en toute authenticité, c'est qu'on part d'abord de soi-même. Ouais. Donc, ça peut être quelque chose de complètement différent de ce que prescrit la société de consommation pour être heureux puis de se réaliser. Bon, on peut réaliser des objectifs, par exemple. Mais nos objectifs varient à l'infini. Pour une personne, ça peut être de faire de l'humanitaire. Pour une autre, ça peut être de partir une entreprise puis d'être très riche, pourquoi pas. Puis un autre, ça va être d'être mieux, de devenir moine bouddhiste quelque part. Tu sais, c'est très différent, ces trois exemples-là, mais à chaque fois, les gens vont être plus heureux s'ils le font. Donc, d'où l'importance de se connaître. Et là, si on est capable de contrecarrer nos distorsions cognitives, bien, il y a des chances qu'on soit capable de contrecarrer le discours intérieur autodénigrant qui nous dit qu'on vaut rien puis qu'on n'est pas capable. Et là, ça nous motive et ça nous aide. Alors, une autre étape, ça peut être de préciser d'abord notre vision. Hein? Penser à dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, où est-ce que j'aimerais être? Comment est-ce qu'elle sera ma vie? On peut même l'écrire sur une feuille dans 5 ans. Puis un truc, en écrivant ça, c'est même d'utiliser un discours très emballant, hein? des adjectifs qualificatifs qui vont nourrir nos émotions parce que ça va nourrir notre motivation par la suite. Donc, une fois qu'on a établi notre vision, comment est-ce que je serai? Bien là, on peut établir des objectifs à court, moyen et à long terme, à moyen terme et à court terme. Et une fois qu'on a nos premiers objectifs à court terme, on passe à l'action. C'est là que ça nous prend un plan d'action. Puis un plan d'action, ça peut être aussi, tu sais, c'est pas comme au travail nécessairement. Ça peut être, je veux améliorer ma santé, je veux faire plus d'exercice. Donc d'ailleurs, dans mon livre « La croissance illimitée », je parle des 5 dimensions pour se réaliser. Donc, dans ces dimensions-là, il y a soi-même, donc l'estime de soi, la connaissance de soi, la confiance en soi. Il y a les autres qui sont super importants. Donc, il y a nos relations avec les familiales, avec les parents, les enfants, les relations amoureuses, évidemment. Il y a la santé. Donc, notre corps qui est super important, si on est en santé, si on est bien dans notre peau, ça va se refléter sur toutes nos actions. Il y a notre carrière, donc si on pense qu'on passe 40 heures par semaine de toutes les semaines de notre vie, de notre vie active, ça représente énormément d'heures. Donc, si on est malheureux là, c'est sûr que ça risque d'être moins intéressant aussi. Ça augmente tes chances d'être malheureux. Là. Exactement, c'est ça. Puis les finances, parce que c'est relié à la carrière, c'est relié à tout, mais les finances, évidemment, quand on est âgé, si on n'a pas de quoi gagner sa vie, de quoi vivre, puis qu'on a plus de problèmes de santé ou quoi que ce soit. Ça... Et un seul de ces 5 éléments-là, s'il n'est pas développé,
développer, si on n'y travaille pas en harmonie avec les autres, ben il peut tirer les autres vers le bas. Hein. Si je suis en mauvaise santé, je tombe malade, j'aurais beau avoir la carrière de mes rêves, des super bonnes finances puis une famille géniale, si je meurs 20 ans avant... ça peut avoir un impact. Je serai juste plus là. C'est ça. Donc, Ouais. ces 5 dimensions-là, on peut les nourrir à travers des actions, c'est ça, au quotidien. Et ça nous motive parce qu'on garde cette vision et ces objectifs-là à long terme. C'est ce que je fais depuis une quinzaine d'années. Puis ça marche! Que ça marche en tabarouette. Ça marche. Écoute, Nicolas, tellement de beaux outils. Et ce que tu nous disais, c'est qu'on peut retrouver le contenu de tes livres sur ton site web. Donc, les gens peuvent les télécharger, peuvent s'en procurer. Tout le contenu est gratuit, il est accessible, vous pouvez le lire, le contenu est dans les pages web de mon site en entier, mais vous pouvez vous procurer les e-books avec des bonus aussi, les belles versions des livres que vous voyez là directement. Puis tout le monde peut même se procurer un cadeau, mon livre Le Plan B pour Bonheur, directement sur le site, donc un livre PDF de 60 pages, ainsi que mon programme de développement personnel que vous allez pouvoir recevoir là, par la même occasion. Donc, ça fait très, très plaisir d'offrir tout ça parce que c'est ma passion. C'est ta passion, c'est ta mission. Merci, exact. Nicolas Sarrazin. Merci beaucoup. On peut te retrouver à nicolassarrazin.com. Pour les gens de Mastef Télé, on vous souhaite d'être heureux. C'est pour ça qu'on fait des entrevues comme ça. Moi, chaque fois que j'ai des invités aussi animés que tu peux l'être, on voit que c'est ta passion. Ça me remplit de bonheur. Puis ça me donne toujours des nouveaux outils. Puis dire, ah oui, OK, je vais faire ça. Puis, et c'est ce que je vous souhaite aussi. Alors, merci de votre confiance. Je vous aime. Si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, parlez-en. Hein? On veut contaminer 10 millions de personnes, puis peut-être plus, pourquoi pas. On révisera notre objectif dans 10 ans. Merci, merci, merci. Je vous aime. Nicolas Sarrazin, merci du fond du cœur. Merci Stéphanie. Salut!